Un homme qui dirige un think tank démocrate vient de qualifier une partie de son propre camp de danger mortel. Vous trouvez ça normal ? La phrase exacte, c'est celle de Jonathan Cowan, président de Third Way, dans le New York Times. On se prépare pour la prochaine guerre qui arrive. Pas contre les républicains. Pas contre Donald Trump. Contre d'autres démocrates. Et cette guerre-là a un budget, 15 millions de dollars, étalé jusqu'en 2028, pour combattre un mouvement qu'on appelle le Democratic Socialism. Alors on pourrait se dire que c'est juste une querelle de bureau, une dispute de consultants, qui n'a aucune conséquence sur votre vie. Sauf que non. Ce qui vient de se passer dans le Michigan et ce qui se prépare maintenant en réponse, c'est en train de redessiner qui contrôle vraiment le Parti démocrate. Et la réponse ne va pas plaire à tout le monde à Washington. Ce n'est pas juste une histoire de primaire dans un État du Midwest. C'est un problème de qui a le droit de fixer le programme d'un parti quand ce programme gagne, mais que les gens qui le dirigent depuis 20 ans refusent d'admettre qu'ils ont perdu la main. Je vais vous montrer deux choses aujourd'hui. D'abord, ce qui s'est réellement passé dans le Michigan, avec des chiffres qui vont vous surprendre. Ensuite, la vraie mécanique derrière la panique de Third Way, une mécanique qui dépasse largement le Michigan et qui touche la Floride et le Tennessee au même moment. Et à la fin, vous allez comprendre une chose que presque personne ne dit à voix haute dans les grands médias. Voici le premier fait, celui qui compte le plus. Le 4 août 2026, Abdul El-Sayed a remporté la primaire démocrate pour le Sénat au Michigan face à la représentante Hailey Stevens, la candidate soutenue par tout l'appareil du parti. Il affrontera maintenant le républicain Mike Rogers à l'élection générale. Ce résultat en soi n'est pas exceptionnel dans une primaire américaine. Ce qu'il est, c'est ce qu'il a fallu déverser pour essayer de l'empêcher. Entre 63 et 65 millions de dollars ont été dépensés contre lui pendant cette campagne, d'après NBC News et Al Jazeera. Rien que le comité pro-Israël AIPAC en a mis plus de 30 millions dans la balance, directement pour soutenir Hailey Stevens. Pour vous donner une image, ça revient à peu près à dépenser le prix d'un immeuble entier de bureaux, juste pour empêcher un seul homme d'aller au Sénat. Et il a gagné quand même. Attendez, parce que ce détail-là mérite qu'on s'y arrête vraiment. Sur quoi il a fait campagne ? Ce n'est même pas compliqué. 3 choses. Sortir l'argent des grandes entreprises de la politique, arrêter de financer sans condition des guerres à l'étranger pour investir plutôt dans les services sociaux chez lui, et une couverture santé universelle, ce qu'on appelle le Medicare for All. Rien de ça n'est une position marginale. Le Medicare for All est soutenu par 78% des démocrates et 65% de l'ensemble des électeurs américains, tous partis confondus. 3 Américains sur 4, dont 84% des démocrates, disent que l'influence de l'argent des riches sur la politique leur a fait perdre confiance dans leur propre démocratie. Il y a quelque chose d'assez comique là-dedans, en fait. AIPAC a dépensé cet argent-là exactement comme quelqu'un qui remet une pièce dans une machine à sous casser en espérant que la prochaine fois, elle va payer. Sauf qu'elle ne paie jamais et personne au comité ne semble prêt à changer de machine. Attardez-vous une seconde là-dessus. Personne, dans les grands médias qui couvrent cette primaire au jour le jour, n'a voulu poser la question la plus simple. Si des dizaines de millions de dollars ne suffisent plus à acheter un siège au Sénat, qu'est-ce que ça dit du reste du système ? Bon, à ce stade, on pourrait se dire que ce n'est qu'un résultat local, un accident de calendrier électoral, une anecdote du Michigan, qui n'engage personne d'autre. Sauf que ça ne tient pas, parce que la réaction qui a suivi n'était pas locale du tout. Elle est venue de Washington et elle vise le mouvement entier, pas un seul candidat. C'est là que Third Way entre en scène. C'est un think tank centriste, financé par de grands donateurs corporates, qui se présente depuis des années comme la voix raisonnable du Parti démocrate. Faut savoir que ce genre de structure ne défend pas directement un candidat au Congrès. Son travail, c'est de façonner en amont quelles idées deviennent acceptables à dire dans un parti et lesquelles se font écarter avant même d'arriver sur un bulletin de vote. Et là, Jonathan Cowan a choisi ses mots avec un soin qui en dit long. Il n'a pas dit que le DSA était une mauvaise stratégie électorale. Il a dit que c'était, je cite, un danger mortel pour le Parti démocrate. Un danger mortel. Pour rappel, ce même mouvement vient de faire élire un candidat qui a résisté à 63 millions de dollars de dépenses contre lui. Reprenons calmement ce que défend concrètement ce fameux danger mortel. Sortir l'argent corporate de la politique, une couverture santé pour tout le monde. Arrêter de financer sans condition des guerres à l'étranger. Ce sont des positions de New Deal démocrates
le genre d'idée qui a rendu ce Parti populaire il y a un siècle. Pas des thèses venues d'ailleurs. Le vrai problème commence ici. Parce que si ces idées sont aussi populaires que les sondages le montrent, la question qu'on devrait poser à Third Way n'est pas pourquoi le DSA progresse. C'est pourquoi un think tank qui prétend représenter le centre trouve plus urgent de combattre sa propre gauche que de combattre les fascistes assumés en face. Ce n'est pas le socialisme qui menace le Parti démocrate, c'est la preuve que l'argent ne suffit plus à gagner. Voyez la faille. Pendant des décennies, la logique était simple. Plus vous levez d'argent, plus vous gagnez. Le Michigan vient de casser cette équation en public devant tout le monde, avec des chiffres vérifiables. Et une structure comme Third Way ne peut pas admettre publiquement que sa méthode est en train de devenir obsolète. Alors elle fait ce que fait toute institution qui sent le sol bouger sous elle. Elle attaque la source du problème plutôt que de revoir son propre modèle. Ça rappelle furieusement le mythe de Sisyphe. Rejouer la même stratégie, la même montagne d'argent, encore et encore, en espérant un résultat différent, alors que le rocher redescend à chaque fois. Il faut savoir aussi que Third Way n'en est pas en coup d'essai. D'après plusieurs analyses publiées par des médias progressistes comme Common Dreams et The New Republic, ce think tank s'est construit, depuis sa création au milieu des années 2000, une réputation de plaidoyer constant pour des positions favorables aux grands donateurs corporates au sein du Parti démocrate, tout en présentant ses choix comme du simple pragmatisme électoral. Ce qui change aujourd'hui, ce que documentent ces mêmes articles, c'est le ton. On passe d'un plaidoyer poli pour la modération à une déclaration ouverte de guerre contre une partie de la base électorale du parti. En restant sur les résumés de 30 secondes que proposent la plupart des grandes chaînes d'information, cette bascule-là, du plaidoyer au conflit ouvert, vous ne la voyez jamais. Elle se joue dans des articles de fond, dans des interviews à huis clos et dans des lignes de budget de 15 millions de dollars annoncées presque comme une note de bas de page. Il faut être honnête 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce qu'il existe vraiment. Le point le plus solide que défendent les centristes comme Third Way, c'est qu'un candidat trop clairement étiqueté démocratique socialiste peut effrayer des électeurs modérés dans des États décisifs et coûter des sièges qu'on aurait pu gagner avec un profil plus prudent. C'est un vrai risque électoral documenté dans plusieurs cycles précédents et c'est pas une invention de leur part. Sauf que cet argument s'écroule sur ses propres chiffres. Le Michigan est exactement le genre d'État pivot où cette peur devrait se vérifier. Et c'est précisément là qu'El Sayed a gagné contre 63 à 65 millions de dollars de dépenses adverses, avec un programme soutenu par 65% des électeurs, toutes tendances confondues sur son point le plus prétendument radical. La peur électorale que Third Way invoque pour justifier sa guerre est contredite par le résultat même qui a déclenché cette guerre. Petit détail important sur ce fameux Medicare for All, celui que Third Way traite presque comme une provocation. Ce n'est pas une idée exotique importée d'ailleurs. C'est le système de base dans à peu près tous les pays d'Europe occidentale, au Canada, en Australie, sous des formes différentes, mais avec le même principe. Personne ne se ruine pour un bras cassé ou un diagnostic de cancer. Ce qui reste une opinion, celle du présentateur, c'est que présenter ça comme radical dans le débat public américain relève davantage d'un problème de conditionnement médiatique que d'un vrai désaccord de fond, puisque les sondages cités plus haut montrent que la majorité des Américains sont déjà d'accord avec l'idée. Le vrai tableau arrive juste après, et il change complètement l'échelle de cette histoire. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire, parce que ce qui s'est passé dans le Michigan n'est pas un cas isolé. Le même week-end de primaire, en Floride, dans le nouveau 25 District, Oliver Larkin, organisateur syndical soutenu par le DSA, affronte le représentant sortant Jared Moskowitz, l'un des membres les plus pro-Israël du Congrès démocrate. Larkin est très largement distancé côté financement, mais sa campagne revendique plus de 30 000 portes frappées sur le terrain. Même semaine, au Tennessee, un État profondément rouge où personne n'attend de miracle démocrate, Marquita Braccio remporte la primaire sénatoriale démocrate avec près de 55% des voix et les démocrates locaux reprennent le contrôle du conseil scolaire du comté de Knox, l'un des plus peuplés de l'État. Regardez bien ça. 3 États différents, 3 cultures politiques différentes, le même week-end de calendrier électoral. Et pourtant, le même schéma qui se répète, un électorat démocrate qui vote pour des candidats moins dociles envers l'establishment, moins dociles envers les grands donateurs,
plus franc sur l'argent et sur la politique étrangère. Ce n'est pas une coïncidence isolée, c'est une méthode qui émerge en parallèle sur plusieurs terrains à la fois, sans coordination centrale visible. Et voilà où le fil AIPAC redevient utile, parce qu'il éclaire tout le reste. Ce comité a mis plus de 30 millions de dollars dans une seule course sénatoriale, celle du Michigan, sur un enjeu précis, l'aide militaire inconditionnelle à Israël. Dans l'interview qu'El Sayed a donnée avant sa victoire, on lui a demandé s'il était opposé à tout financement militaire pour Israël. Sa réponse mérite d'être entendue en entier, parce qu'elle n'a rien d'extrême. Il a dit être opposé à l'aide militaire inconditionnelle pour n'importe quel pays, Israël, mais aussi l'Égypte, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Il a rappelé qu'il existe des États dans son propre pays où le revenu médian tourne autour de 14 000 $ par an et que ses citoyens ont, selon lui, un droit sur leurs propres impôts. D'après les sondages cités dans ce dossier, seulement 8% des démocrates inscrits approuvent la campagne militaire d'Israël à Gaza et environ 3/4 des électeurs démocrates s'opposent à tout financement supplémentaire, économique ou militaire. Ce qui reste une question d'interprétation, en revanche, c'est de savoir si cette position équivaut à nier un droit à l'existence, comme certains journalistes ont insisté pour le lui faire dire en interview. El Sayed, lui, a répondu qu'aucun président américain, y compris ceux qu'il critique, n'a jamais remis en cause l'existence d'Israël et que la vraie question posée par les électeurs démocrates porte sur l'usage de l'argent public, pas sur la légitimité d'un État. Vous voyez le problème ? Un comité peut dépenser 30 millions de dollars sur un seul siège et perdre quand même, parce que l'argent achète de la visibilité, pas forcément des convictions. Ce qui est fou, c'est que même certaines figures de l'establishment ont fini par le reconnaître à leur manière. Après le résultat, la gouverneure Gretchen Whitmer et Haley Stevens elle-même ont appelé à l'unité derrière le candidat vainqueur, dans une posture de trêve assez inhabituelle pour ce genre de primaire disputé. C'est le genre de geste qu'on attendrait de tout le Parti démocrate s'il prenait vraiment au sérieux la nécessité de faire front commun contre l'administration actuelle, plutôt que de continuer une guerre interne coûteuse. Et c'est exactement ce que Third Way, de son côté, refuse de faire. Cowan appelle ça une guerre. Mais une guerre contre son propre camp, c'est un aveu qu'il a déjà perdu le vote. C'est ce sentiment que vous aviez être en lisant ce genre d'article dans le New York Times, ce malaise diffus devant un think tank qui parle de danger mortel pour décrire des idées soutenues par la majorité de son propre électorat. Ce sentiment-là était fondé, pas exagéré, et que les grands médias traditionnels traitent ce genre de guerre interne comme une simple querelle de personnalité plutôt que comme un vrai conflit sur qui contrôle l'argent et le programme du parti. Ce n'est pas vraiment un hasard non plus. Beaucoup de ces rédactions dépendent des mêmes réseaux de financement, des mêmes relations avec les grands donateurs que les structures comme Third Way elle-même. Revenons à la question du départ. Un homme qui dirige un think tank démocrate qualifie une partie de son propre camp de danger mortel. Vous êtes venu pour comprendre pourquoi il dit ça. Vous repartez avec la preuve que ce n'est pas de la stratégie électorale, c'est de la panique institutionnelle documentée dans le Michigan, en Floride, et jusqu'au Tennessee, le même week-end, sur 3 terrains distincts, sans que personne n'ait eu besoin de tirer les ficelles depuis un bureau central. Il faut dire un mot sur l'autre camp aussi, parce que l'honnêteté l'exige. Les républicains qui contrôlent aujourd'hui la Maison-Blanche, le Congrès et jusqu'à la Cour suprême continuent de répéter qu'ils ne peuvent rien faire pour freiner Donald Trump. C'est un aveu de complicité déguisée en excuse d'impuissance, rien de plus. Et ce parti-là porte une responsabilité directe et documentée dans ce qu'on appelle aujourd'hui une dérive autoritaire de l'exécutif américain. Ils contrôlent les 3 branches du gouvernement fédéral et ils voudraient nous faire croire qu'ils n'ont aucun levier. À ce niveau-là, ce n'est plus de l'impuissance, c'est de la performance. Mais il serait malhonnête de prétendre que le camp démocrate n'a aucun problème à régler chez lui. Il y a, dans certaines sections établies du parti, une préférence documentée pour garder le contrôle d'une organisation minoritaire plutôt que pour élargir une majorité en acceptant des idées populaires venues de sa propre base. Ce n'est pas un désaccord idéologique classique entre 2 ailes légitimes d'un même mouvement, c'est un désaccord sur une question plus simple qui a le droit de décider les électeurs ou les donateurs. C'est pas un accident de calendrier, c'est un schéma qui se répète électoral après électoral, avec les mêmes noms de think tank, les mêmes montants à 7 chiffres, et le même résultat, ils perdent et ils recommencent. Les chiens aboient, la caravane passe. Sauf que là, la caravane, c'est vous qui la payez.
Ce qui devrait nous inquiéter, franchement, c'est pas que le DSA gagne du terrain. C'est qu'une partie de l'establishment démocrate semble préférer perdre proprement plutôt que gagner salement aux yeux de ses propres donateurs. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Third Way a annoncé ce plan sur plusieurs cycles électoraux jusqu'en 2028, ce qui veut dire que cette même bataille va se rejouer dans d'autres États, avec d'autres candidats. Pendant que cette querelle interne continue de dominer les colonnes politiques, ce sont les habitants de ces districts, ceux qui gagnent 14 000 $ par an dans certains coins du Michigan, qui absorbent le coût réel de 20 ans de statu quo, pendant que les porte-paroles des grands think tanks continuent, eux, de parler de danger mortel pour décrire un sondage à 65%. L'effet Streisand a encore frappé ici. Vouloir étouffer un mouvement en le qualifiant de danger mortel dans le journal le plus lu du pays, c'est exactement ce qui le rend visible à des millions de gens qui n'en avaient jamais entendu parler avant cet article. Je vous promets une chose. Dès que Third Way lance officiellement sa campagne de 15 millions de $, avec ses premières cibles annoncées, vous le saurez ici en premier, avec les noms et les montants vérifiés. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite de cette histoire, parce qu'elle ne fait clairement que commencer.